Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver puisqu'aujourd'hui je vais vous parler des livres que je préfère au monde, voilà, tout simplement. J'ai eu cette idée parce que ça fait un moment que j'ai pas fait d'update lecture, vous êtes plusieurs à m'avoir un petit peu sonné genre « Thibaut, il est quand le prochain ?» La vérité c'est qu'en ce moment je suis pas en phase de lecture, voilà, en ce moment j'ai pas envie de lire, et il faut jamais se forcer, mais c'est vrai que ça me manque de parler de lecture avec vous, et du coup j'ai eu l'idée, je me suis mis face à une feuille blanche, et je me suis dit vas-y, note les titres qui te viennent à l'esprit comme ceux qui t'ont le plus marqué à travers ta vie de lectrice. Genre tout ce qui me venait en tête, vous voyez, je me suis vraiment dit vas-y, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a impacté, qu'est-ce qui te vient comme ça, tu vois, naturellement. Et alors, je vous jure, j'ai pas fait exprès, je suis tombée sur 10 titres, j'ai absolument rien changé, hein. Ma feuille est là dans l'ordre d'écriture, du coup je vais le prendre dans l'autre sens pour plus de suspense. Je vous propose d'attaquer tout de suite puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de 10 romans qui pour moi sont incroyables et qui dans un sens m'ont fondamentalement changé, que ce soit en tant que lectrice ou en tant que femme. Oui, parfois ça va aussi loin que ça. Le premier dont je vais vous parler, c'est Köchel, la marque de Köchel, plutôt de Jacqueline Carré. Alors c'est une trilogie, j'ai pas sorti les trois, mais voilà, les trois sont des briquettes, hein. Et il y a également une suite qui s'appelle Imriel avec 3 tomes de la même taille. C'est pour vous dire que c'est conséquent, j'ai pas lu la suite, je me suis limitée à la saga principale parce que j'ai trouvé tellement énorme que j'avais un petit peu peur d'être déçue de la suite, mais j'ai tout de même le premier tome d'Imriel dans la pile à lire au cas où, si un jour je me motive, parce que c'est quand même assez énorme, hein. Je vous lis le résumé et après je vous en parle et je vous explique pourquoi pour moi, celui-ci il est énorme, dans tous les sens du terme. Phèdre d'Odolonnais porte la marque de Köchel qui lui vaut d'éprouver à jamais le plaisir dans la souffrance. Enfant, elle a été vendue à un noble qui a su reconnaître chez elle ce don cruel, et elle est devenue depuis la plus convoitée des courtisanes, ainsi qu'une espionne exceptionnelle. Lorsqu'elle découvre le complot qui pèse sur sa patrie, Phèdre se lance dans une aventure épique et déchirante, semée de trahisons, et qu'il lui faudra mener jusqu'au bout pour sauver son peuple. Laissez-vous séduire par un monde vénéneux peuplé de conspirateurs, de monarques assiégés et de seigneurs de guerre barbares, et surtout par Phèdre, une héroïne hors du commun. Et il y a une petite critique en dessous qui dit « La qualification de chef-d'œuvre est proche de la vérité, un récit épique d'une ampleur rare et au style magnifique. » Alors je suis totalement d'accord, si ce livre m'a marqué, je l'ai lu quand j'avais la vingtaine, hein, donc ça remonte quand même maintenant, hein, à 9 ans, et je me rappelle encore très bien de Phèdre. C'était mes débuts en fantasy, hein, pour le coup je débutais dans ce genre, et c'est la première héroïne, et je crois que c'est une des plus marquantes que j'ai jamais lues. C'est une femme forte, et c'est tellement prenant. Les personnages sont incroyables, l'univers est riche de ouf. Alors par contre, c'est un plus ou c'est un moins, en fonction de la personnalité du lecteur, il y a beaucoup de sexe, hein, puisque évidemment le côté souffrance, plaisir dans la souffrance, ça renvoie au sadomasochisme. Après, c'est pas sale, c'est pas dégueu, il n'y a pas de scène voyante, etc. Simplement, ça fait partie de l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé justement cette approche élégante et vraie de la sexualité, tout simplement, de la féminité et de l'humanité de ces personnages. Donc ce bouquin-là, enfin cette trilogie, je peux la conseiller de tout mon cœur aux femmes qui sont déjà un petit peu sûres d'elles par rapport à leur sexualité, qui n'ont pas trop peur de découvrir de nouvelles choses. Après c'est pas un livre de sexe, hein. Enfin vraiment partez pas là-dessus parce que pour le coup Kim a essayé de le lire en espérant voir des passages croustillants, il a été très déçu. Donc ça reste très élégant mais on comprend clairement de quoi ça s'agit si vous voulez, hein. Donc ouais honnêtement celui-ci, je l'ai mis en bas de ma liste puisque il me reste principalement le personnage en tête et les émotions que j'ai ressenties en le lisant, et pas forcément ce que vous pouvez penser, mais je me souviens qu'au moment de la lecture, ça avait été un excellent moment et j'avais dévoré les 3 tomes d'affilée, voilà, donc j'y avais passé un sacré moment mais j'arrivais pas à le lâcher, c'est incroyable. Par contre c'est très riche, donc je pense que si vous lisez lentement ou si vous pensez l'espacer sur des semaines, c'est pas forcément par celui-là qu'il faut commencer dans ma liste, hein. Clairement pas. Ensuite, c'est un grand classique qui a beaucoup souffert dans mon édition, c'est La Nouvelle Héloïse de Rousseau. Alors techniquement, j'ai quasiment plus rien en grand classique de poche, j'ai tout donné ou tout revendu à Gilbert Joseph pour ceux qui étaient en état. Mouchou m'avait bouffé tous mes bouquins, ils étaient tous dézingués. J'avais vraiment pas envie de les trimballer en plus pour le déménagement, surtout que je ne les lis plus. Du coup, je me suis dit, pour tous ceux que j'ai redonnés, que si un jour j'ai envie de les relire, je les achèterai dans une nouvelle édition un peu plus propre, parce que je vous dis, ils sont tous dans un état... oui, ils sont tout gondolés, tout jaunis, tout mâchouillés, enfin bon voilà, celui-ci je l'ai gardé, il y en a quelques-uns que j'ai gardés parce que même s'ils ont été abîmés, je ne peux pas ne pas les avoir dans ma bibliothèque, c'est impossible. La Nouvelle Héloïse de Rousseau pour moi en fait partie. Alors c'est très dense, encore une fois. De toute façon, il y a énormément de bouquins dont je vais vous parler qui sont très longs, mais il faut pas avoir peur de la longueur en lecture. Vraiment, c'est une fausse peur. C'est un livre qui est bien, on voit pas les pages tourner. Alors Rousseau c'est pareil d'ailleurs, on s'en fait tout un monde, ça se lit bien, hein. Clairement c'est pas astronomiquement dur. Par contre là par exemple dans cette édition, vous voyez, c'est écrit minuscule. Et ça c'est pareil, et c'est dommage, mais beaucoup de gens ils vont faire ça, ils vont dire oh non, oh jamais, non. Dépassez ça, vraiment dépassez ça. Je vous lis la 4e de couverture puisque ça vous donne juste un extrait du texte et ça vous montre juste la beauté de l'écriture et rien que pour ça il est clairement à lire. Ma cousine, ma bienfaitrice, mon amie, j'arrive des extrémités de la terre et j'en rapporte un cœur tout plein de vous.
J'ai passé 4 fois la ligne, j'ai parcouru les 2 hémisphères, j'ai vu les 4 parties du monde, j'en ai mis le diamètre entre nous. J'ai fait le tour entier du globe, et je n'ai pu vous échapper un moment. On a beau fuir ce qui nous est cher, son image, plus vite que la mer et les vents, nous suit au bout de l'univers, et partout où l'on se porte, avec soi l'on porte ce qui nous fait vivre. Ce bouquin, c'est une histoire d'amour, tout simplement, une magnifique histoire d'amour. Alors pour ceux qui pourraient avoir peur, c'est un roman épistolaire, donc ça veut dire que c'est des envois de lettres. Ce qui fait que la lecture est très simple, c'est du langage assez courant, très beau comme vous pouvez le voir, mais vous voyez c'est clairement lisible, il n'y a pas de mots alambiqués, c'est pas du Zola non plus, hein. C'est une écriture qui se veut justement courante, vous voyez ce que je veux dire, pour rendre le récit plus réaliste. Rousseau en gros avait raconté être tombé sur ses lettres dans une maison de campagne et les avoir publiées parce qu'il les trouvait très belles. Évidemment c'est lui qui les a écrites, mais c'est pour ajouter un peu de romance à la chose, vous voyez. J'ai un énorme coup de cœur pour le personnage d'Héloïse. J'ai découvert ce roman assez tardivement, je devais être déjà à la fac il me semble. Je lis des classiques depuis que je suis en terminale, depuis que je suis en première, je crois que depuis que je suis en première, j'ai des grands classiques. J'ai eu ma phase, en gros je n'ai lu que des classiques on va dire de ma première à ma dernière année de licence. Donc voilà pendant 5 ans à peu près, oui pendant 5 ans d'ailleurs pas à peu près, je n'ai lu que ça. Après je suis passée à la fantasy, donc vous voyez pendant 5 ans j'ai eu le temps. Lui j'ai découvert assez tardivement, donc je pense à la fac et il est incroyable, il est beau, il est magnifique, la puissance des mots est sublime, les personnages sont touchants, Héloïse est incroyable. Héloïse est incroyable, et en plus, alors c'est un roman philosophique pour moi, parce que Rousseau nous donne ses idées, en fait, en même temps qu'on lit le texte. C'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément envie d'étudier des cours sur Rousseau, si vous lisez ça, vous savez déjà énormément sur sa façon de penser, sur sa façon d'appréhender la relation amoureuse, la famille, enfin toutes ses opinions. Donc à la limite, si vous devez bosser sur les philosophes des Lumières un jour, ça peut être vraiment pas mal de lire, et purée pour la beauté des mots, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, et honnêtement, il fait peur alors qu'il devrait pas. Ce qui fait peur, c'est qu'il est écrit petit, et qu'il est long, mais ça se lit tout seul. Je vous dis, c'est des lettres. Donc ça se passe tout seul, et puis Héloïse est incroyable. En tant qu'héroïne, elle est tellement pas assez connue, alors qu'elle mérite d'être mise au devant de la scène 1,5 million de fois. C'est une femme forte, et en plus c'est un texte que je trouve extrêmement actuel, et plus je vieillis, plus je le trouve actuel en fait. Faudrait d'ailleurs que je le relise. Héloïse tombe amoureuse du garçon qui lui donne des cours, qui n'a pas de fortune, etc. Alors qu'elle, elle est promise à un autre homme, qui est un homme très bien, hein. Ouais, voilà, c'est un mariage arrangé comme c'était le cas à l'époque, mais c'est un mec bien quoi. Techniquement elle est pas contre l'épouser, sauf qu'elle est amoureuse de son petit instituteur, et les deux donc communiquent par lettres. Et on voit à quel point elle a envie de céder, à quel point elle hésite, puis après une fois qu'elle est mariée, il continue à écrire, et c'est une putain de leçon de vie sur la communication. Rousseau avait tout compris à la communication, c'est un truc de malade. L'épanouissement d'Héloïse au fur et à mesure des lettres, au fur et à mesure où elle se découvre en tant que femme, où elle découvre ses valeurs, où elle découvre où elle veut aller dans sa vie. Alors évidemment c'est pas les mêmes contextes qu'aujourd'hui, évidemment maintenant Dieu merci dans notre société il n'y a plus de mariage arrangé, ça se passe plus du tout comme ça, techniquement maintenant on épouse celui qu'on veut, on est d'accord hein. Mais en l'occurrence quand on voit ce qui lui est imposé, elle agit au mieux. Et c'est une leçon de vie ce bouquin. Et plus je vieillis, plus je suis frappée d'à quel point Héloïse en fait a été un modèle pour moi quand je l'ai découvert à ma vingtaine. C'est le genre d'attitude, c'est le genre d'héroïne que j'admirais profondément parce que malgré toutes les contrariétés, malgré tous les problèmes de vie qu'elle a eu, elle est restée fidèle à elle-même, elle a essayé de faire au mieux, elle a essayé de coller au maximum à ses valeurs pour finalement réussir à s'épanouir et à être heureuse et à avoir la vie la plus saine possible. Et honnêtement je pense que c'est une leçon pour beaucoup. Mon Dieu si je parle déjà autant alors que ça fait que 2 bouquins dont je vous parle et que c'est censé être ceux que j'aime le moins. Cette vidéo va durer 10 siècles, mais c'est pas grave. Donc ouais, honnêtement, pour Héloïse, pour la leçon que ça donne et pour la beauté du texte, essayez au moins, vous verrez, vous y prendrez goût, c'est sûr. Ah, il pleut maintenant. Bon écoutez, si vous entendez des bruits de pluie, ça vous mettra dans l'ambiance, c'est pas grave, ça détend. Hein. Du coup, ensuite, on passe au suivant. L'histoire sans fin de Michael Ende. Alors c'est pareil, il s'est fait un petit peu grignoter, ça je pense que c'était le cochon d'Inde. Cherchez pas, hein. Celui-ci, il m'a fallu du temps pour repenser à celui-là. Mais je crois que c'est un livre de fantasy, il me semble. Hein. Oui, l'histoire sans fin, c'est de la fantasy. Et je me demande si c'est pas la première claque de fantasy que je me suis prise, puisque celui-là, je l'ai découvert plus tôt. Je l'ai découvert quand j'étais, il me semble, à la fac. Ça devait être un prof qui en avait parlé rapidement, ça m'avait titillé, tu vois, ça m'avait rendue curieuse. J'étais pas du tout encore en phase fantasy, mais ça avait déjà été un énorme coup de cœur à l'époque. C'est super bien écrit, c'est magnifique. Pour le coup, il peut être lu par les plus jeunes sans problème. Autant que Shell, bon, il y a le côté sexe qui peut être un peu compliqué. Pour la nouvelle Héloïse, pour les plus jeunes, honnêtement, c'est possible, mais bon, c'est quand même un petit peu dense, peut-être, pour ceux qui ont 12-13 ans. Par contre, celui-ci, honnêtement, il n'y a pas de limite d'âge. Je me demande si d'abord... Non, c'est pas du jeunesse. C'est pas du jeunesse, mais ça pourrait l'être. Je vous lis le résumé. Bastien Balthazar Bux a 12 ans. Orphelin de mère, élevé par un père absent, il s'évade de son quotidien grâce à sa passion pour la lecture. Un matin, il entre dans une librairie et dérobe un livre ancien. Un livre pas comme les autres qui décrit un monde peuplé d'elfes et de monstres. Et voilà que Bastien, irrésistiblement, passe de l'autre côté du miroir et entre dans l'histoire sans fin.
Best-seller traduit en 27 langues, l'histoire sans fin est un phénomène de l'édition mondiale. Voilà. Alors moi personnellement je connaissais déjà l'histoire par le dessin animé qui passait à l'époque sur Canal J ou France 3, je sais plus. Enfin en tout cas je connaissais le dessin animé, il y a également un film qui a été fait dessus, mais le livre est au-dessus. Vraiment au-dessus. Si vous avez aimé le dessin animé ou le film, vous devez lire le livre, et si vous ne connaissez pas, lisez le livre. Honnêtement, la plume en fait est très douce, on est vraiment emporté dans un autre monde, et c'est comme un espèce de bonbon, ça a un petit côté magicien d'Oz mais sans le côté angoissant en fait. C'est beau, c'est vraiment... moi ça me fait penser un petit peu aussi à Saint-Exupéry, la plume, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment... Il y a un côté enfantin, mais un côté très pur, et en même temps un côté très poétique et très adulte, enfin... C'est un livre qui fait réfléchir et je pense qu'il est à mettre entre toutes les mains, il n'y a pas d'exception. C'est un livre qui fait rêver, qui vous fait sourire et n'hésitez pas, si vous avez l'occasion un jour, lisez-le, il est sublime. Je pense que je l'ai pas mis plus haut parce qu'en fait par rapport aux autres qui me sont venus spontanément en tête, il a pas changé ma vie, c'était juste un magnifique moment. On arrive à la 7ème place si je ne m'abuse, c'est bizarre de faire en numéro mais bon, c'est L'échiquier du mal, en 2 tomes, mais ça va, il y en a que 2, promis il y en a que 2, de Dan Simmons. Celui-ci donc c'est de la science-fiction pour le coup, je savais même pas que c'était de la science-fiction quand je l'ai lu, en fait pour vous dire, beaucoup des livres qui sont là et que j'ai lu d'ailleurs quand j'étais dans ma première phase fantasy, j'avais juste tapé sur Google, bon livre de fantasy, qu'est-ce que vous me conseillez? Et je suis tombée sur un forum qui discutait énormément à l'époque des forums qui malheureusement est maintenant révolu, mais du coup il conseillait entre autres celui-ci. J'ai vu que c'était de la SF mais ça m'a pas arrêté. Je vous lis le résumé et après je vous en parle pour ce que je m'en rappelle. Ils ont le talent. Ils ont la capacité de pénétrer dans notre esprit pour nous transformer en marionnettes au service de leur perversion et de leur appétit de pouvoir. Ils tirent les ficelles de l'histoire. Sans eux, le nazisme n'aurait peut-être jamais existé et nombre de flambées de violence, tueries, accidents inexpliqués n'auraient peut-être pas ensanglanté notre époque. Car ils se livrent aussi entre eux une guerre sans merci, selon des règles empruntées à celles des échecs. Ce sont des vampires psychiques. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus ? S'il vous plaît. Il y a tout eu là, ce résumé est parfait, vous comprenez pourquoi je l'ai acheté à l'époque. Honnêtement, j'ai même pas envie de vous en dire plus, le résumé est juste nickel. Moi, ce qui m'a frappé, ce dont je m'en souviens et pourquoi je l'ai mis dans cette liste, pourquoi il m'a impacté aussi longtemps, c'est une enquête assez noire, passionnante sur justement ce qui mène certains groupes à faire certaines choses. Enfin, je peux absolument rien dire en fait, sinon ça vous spoil direct, mais c'était un coup de cœur incroyable. Et honnêtement, il m'est venu à l'esprit assez rapidement. Je l'ai pas mis tout de suite dans ma liste parce qu'il y en avait d'autres qui étaient venus encore plus vite. C'était la première fois que je lisais un roman qui m'emportait à ce point dans une époque contemporaine. En fait, moi, le problème que j'avais à l'époque, je vous explique vite fait mon profil de lectrice. J'ai lu que des grands classiques de ma première à donc ma 3e année de licence, ce qui fait que j'avais, comment dire ça, un haut niveau d'attente par rapport au style des auteurs que je lisais, vous voyez. C'est-à-dire que je me rappelle qu'une fois j'avais ouvert Twilight qui était encore en vente à l'époque, en top vente, vous voyez, au début de la Fnac, là, en pile, là, je l'ai ouvert comme ça, j'ai fait oh mon dieu, j'ai refermé. Mais vraiment, genre, je devais être une puriste des mots parce que j'avais tellement l'habitude de lire du Rousseau, du Hugo, du Dumas, de Zola, de Balzac, forcément qu'à côté, quand on voit des mecs qui écrivent de manière parlée, maintenant, contemporain, c'est dur quoi, c'est dur d'y passer. Et du coup j'étais un peu triste parce que je me dis ouais mais du coup je me ferme un énorme pan de la littérature. Et je me suis intéressée du coup à la fantaisie. Et c'est la fantaisie qui m'a réconciliée avec du coup la littérature contemporaine. Et c'est le premier ouvrage de science-fiction que j'ai aimé. C'est énorme pour moi, vous vous rendez pas compte à l'époque de passer de, voilà je vous dis, de mes grands classiques à des choses comme ça. J'étais sur le cul et j'étais heureuse d'être surprise en bien comme ça d'un texte. C'est d'habitude en fait la fantaisie pour moi ça se passe dans le passé, c'est un peu médiéval, vous voyez des elfes, des machins. Science-fiction ça se passe un peu ou dans le futur ou dans notre époque et il se passe des choses un peu mystiques etc. Et ou surnaturelles, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Et du coup c'était vraiment le premier ouvrage de science-fiction que j'ai lu. Et j'ai adoré. J'ai adoré et je suis super heureuse de l'avoir découvert. Faudrait que je le relise aussi pour m'en rappeler. Je me rappelle de la claque que c'était, mais je me rappelle plus de la fin. Faudrait que je le relise. Mais ça, je me souviens rien que pour le sentiment de découverte énorme et de satisfaction intense que j'ai eu à sa lecture. Et lisez-le. Si vous avez l'occasion, pareil. Pour le coup, c'est pas un policier, mais c'est quand même une enquête. Et il y a du surnaturel. C'est génial. C'est juste génial. Si vous aimez les vampires, n'hésitez pas. On continue avec du fantastique cette fois-ci. Oh, je me rappelle encore. La saga d'Anne Rice sur les sorcières. Alors c'est une trilogie, donc j'ai celui-ci, le tome 2 et le tome 3. Et encore une fois, à l'époque, je les ai enchaînés d'affilée. Voilà, j'ai pas pu arrêter. Je me rappelle, je m'étais acheté que le premier, forcément, hein, tu t'achètes rarement une trilogie d'un coup sans savoir ce que ça vaut. Je m'étais acheté que le premier, dès que je l'ai fini, je suis allée à la Fnac le lendemain, m'acheter la suite. Voilà, j'étais addict, il me fallait la suite.
Le nom d'Anne Rice peut vous sembler familier, c'est elle qui a écrit Entretien avec un vampire, donc celle qui, voilà, vous voyez, le roman qui a inspiré ce film avec Brad Pitt, Tom Cruise, etc. Et qui a fait également des romans, hein. En fait, le truc, c'est qu'elle a fait plusieurs sagas. Elle a fait une saga sur les vampires qui est très très dense, à laquelle d'ailleurs je n'adhère pas, je sais pas pourquoi, j'ai réussi à lire le premier tome, mais le second je coince, je sais pas pourquoi, alors que sa trilogie des sorcières, une des plus grosses claques de ma vie, vraiment. Alors je vous lis le résumé vite fait, même si ça vous dit pas grand chose, mais justement c'est ça qui est bon. Sous le porche d'une vieille demeure de la Nouvelle-Orléans, une femme se balance dans un rocking chair. Deirdre Mayfair est devenue folle depuis qu'on lui a retiré sa fille, Rowan. Un homme observe Deirdre. Comme d'autres avant lui ont secrètement surveillé la famille Mayfair. De génération en génération, les femmes du clan se transmettent leur maléfique pouvoir. Si vous aimez les sorcières, si vous êtes intéressé par la sorcellerie de manière générale, hein, quel que soit le support, il est incontournable. La saga est incontournable et c'est tellement bien écrit. Seigneur Dieu que c'est bien écrit et on est pris dedans. Mais c'est vraiment en fait une saga familiale. On suit vraiment la famille à travers les générations pour voir d'où vient le pouvoir, comment il est arrivé dans leur famille, comment ils vivent avec, comment ils ont réussi à vivre, à survivre, à se cacher avec. Et c'est génial. C'est génial. Lisez-le. Encore une fois, je me rends compte que les livres que je préfère, il n'y a pas grand chose à en dire de plus que ce que disent les résumés. C'est peut-être que c'est bien fait, hein, de base, hein, mais c'est surtout qu'ils sont vraiment à découvrir entièrement par eux-mêmes. Il n'y a rien à spoiler de plus que ça en fait. C'est juste bon, c'est juste incroyable. Et celui d'avant, si vous aimez les vampires et le côté surnaturel et le côté un peu enquête dans le monde réel, il est génial. Celui-ci, si vous aimez les sorcières, c'est indubitablement pour vous. C'est à lire. Et de manière générale, c'est extrêmement bien écrit. Enfin, de toute façon, là, honnêtement, ceux que je vous présente là, ils sont tous bien écrits. Hein. Surprise! Le style est très bon, pas simpliste, mais pas complexe non plus. Et on est emporté. Le seul petit bémol que j'avais à l'époque, c'était de réussir à s'y retrouver dans les générations. Parce qu'on fait quelques allers-retours, des fois, d'une branche de l'arbre généalogique à une autre. Et du coup, il y a eu 2-3 reprises, mais c'était plutôt dans le tome 2 ou 3, hein, où j'étais en mode attends, c'était qui déjà? Mais au final, franchement, c'était vite passé et je me rappelle encore de la fin, je me rappelle encore du dénouement, alors que ça date quand même de 9 ans. Donc, ouais, non, c'était génial. Ça me donne envie de tous les relire, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. À la limite, si je les relis, je vous en reparlerai en update lecture, hein, ça pourrait être drôle. On arrive à mon top 5. Ah, c'était très dur de les placer, je vous assure. On arrive à une saga de fantasy dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Les salauds gentilshommes de Scott Lynch. Alors, il y a 3 tomes pour le moment, que j'ai, tous les 3, hein, voilà, le 3e est là. Le 4e est sorti en anglais, mais il n'a pas encore été traduit en France. J'attends, ou alors j'attends qu'il sorte en format poche, je ne sais plus. En tout cas, j'attends, ça c'est sûr. Et celle-ci, ça c'est la première saga de fantasy qui m'a fait pleurer. Voilà. Je me demande si c'est pas le premier roman que j'ai découvert avec ma phase que j'ai eue là à ma vingtaine. Je l'ai découvert avant que Shell, ça c'est sûr, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Je crois que c'est une des fois où j'ai pleuré qui m'a le plus marqué parce que je m'y attendais pas en fait. Il y a rien dans ce bouquin qui te mène à pleurer, tu te fais surprendre et tu vis avec les héros. Enfin, je vous lis le résumé parce que c'est vraiment... Ah, ce livre. Dans la cité insulaire de Camor, la vie d'un orphelin ne vaut pas cher. Doté d'un esprit vif et d'un don naturel pour la rapine, Loke Lamora a néanmoins réussi à éviter jusqu'ici la mort et l'esclavage, un luxe qu'il doit en partie au prêtre aveugle Chains. Ce dernier, qui n'est ni prêtre ni aveugle, forme à l'art du vol sous toutes ses formes une troupe de gamins des rues triés sur le volet, connus sous le nom de salauds gentilshommes. Sous sa tutelle, Loke va bientôt devenir la ronce de Camor, douloureuse épine dans le pied de la maréchaussée et hantise des nobles de la ville. Oh, j'aime tellement. Alors, les 3 tomes sont bons. Le premier est incroyable. Après, honnêtement, les 2 autres... Le 2e est très très bon, le 3e j'ai un poil moins aimé, mais on continue à lire parce que on veut savoir la fin et que les personnages sont incroyables tout du long en fait. Il y a pas de... Ce qui change un petit peu, c'est les intrigues. En même temps, l'intrigue de celui-ci est tellement ouf, est tellement génial que forcément tu peux pas faire aussi bien à chaque fois, mais les persos sont constants en tout cas. C'est un plaisir de les retrouver à chaque fois. Mais alors celui-ci... Alors, Kim avait essayé de le lire, il avait pas adhéré. En même temps, Kim a lu 3 livres dans sa vie, donc je sais pas pourquoi je parle de lui au niveau de lecture, parce que c'est pas vraiment... autant film et série, tu vois, ça pèse, autant niveau bouquin, bon voilà, c'est pas un lecteur. Au début, il y a quelques décalages entre le Loki enfant et le Loki adulte qui peuvent être un peu perturbants, enfin ça dure 3 chapitres, on peut s'en remettre, et c'est génial. Alors la plume est incroyable, le style est génial, on est embarqué dans l'action, je me rappelle qu'un soir, j'ai pas mangé. Je me rappelle que Kim il m'avait appelé pour bouffer, hein, parce que c'était l'heure du dîner, et j'ai dit non mais là je peux pas, j'ai pas pu, je ne l'ai pas fermé, j'étais incapable de le fermer. T'es embarqué dans l'action avec les personnages, ils sont touchants, ils sont... Oh, c'est...
c'est juste génial pour moi. C'est ce livre en fait qui m'a donné un goût pour les personnages justement un peu gamins des rues. C'est pour ça aussi que j'ai voulu lire Six of Crows ou Hope and Red, que j'ai d'ailleurs reçu, qui sont beaucoup plus récents. Mais c'est celui-ci qui m'a donné le goût de ça. Et autant j'ai aimé Six of Crows et Hope and Red, autant celui-ci pour moi reste grave au-dessus. Les personnages sont incroyables. Loki entre autres, mais il n'y a pas que lui. Loki est génial. C'est vraiment des bandits au grand cœur en fait. C'est des gamins qui n'ont pas eu de bol, c'est des gamins qui sont dans la misère et qui se retrouvent avec des voleurs, mais super balèzes. On parle pas de voleurs à la tire qui te piquent une montre vite fait ou un billet de 5 balles. Non, 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 c'est des voleurs haut de gamme, tu vois. Et tu les aimes, tu apprends à les aimer. Et ce livre, il a une place dans mon cœur vraiment particulière parce que je vous dis, quand j'ai pleuré pour ce bouquin, je m'y attendais pas et ça m'a pris aux tripes. Et puis même, je me rappelle encore du combat de fin de celui-ci, enfin du combat, non mais d'une des intrigues finales qui était en suspense à la fin, tu vois. Je me rappelle comment j'étais haletante, comment j'étais en mode je veux pas les lâcher, je veux que ça se termine bien, mais c'est une merveille. Si vous aimez la fantaisie, il est à lire, et si vous n'aimez pas ou que vous n'avez pas encore découvert de fantasy, je le trouve excellent pour commencer. Surtout si vous avez l'habitude d'un bon niveau de lecture. Après honnêtement il est lisible aussi si on n'a pas l'habitude d'un niveau de ouf, l'écriture est simple, ça reste voilà, c'est du langage courant. Surtout les garçons qui parlent avec un langage familier au possible, mais il est super bien écrit, les persos sont géniaux, l'intrigue est dingue, et il y a un suspense de fou, c'est un 20 sur 20 pour moi ce livre. C'est l'amour de ma vie, voilà. Alors oui, je l'ai pas mis plus haut parce que c'est pas lui qui m'est venu en premier quand même, mais de cœur, je pense que c'est un des plus forts. On passe ensuite à un livre dont j'ai parlé dans un update lecture, et je pense que ceux qui suivent les updates depuis un moment devaient s'attendre à le voir aujourd'hui. La voleuse de livres, de Marcus Zusak, j'espère que je prononce bien. J'ai tellement pleuré. C'était tellement un massacre. À la limite, je pourrais vous renvoyer à mon update, je sais plus lequel c'est, mais il y avait un update où j'en avais parlé. Je voulais le résumer. Leur heure venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort, et plus rares encore ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. Liesel Meminger y est parvenue. 3 fois cette fillette a croisé la mort, et 3 fois la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt, ou sa force extraordinaire face aux événements? À moins que ce ne soit son secret, celui qui l'a aidé à survivre et a même inspiré à la mort ce joli surnom, la voleuse de livres. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. C'est horrible. Je l'ai pas lu depuis 2 ans, j'ai envie de pleurer. C'est comme quoi l'émotion qui m'a fait vivre, je crois qu'elle restera toujours. Alors je sais qu'il y a un film qui est sorti dessus, je ne l'ai pas vu, je ne souhaite pas le voir, parce que ce que j'ai ressenti en le lisant, ça pourra jamais être égalé avec un film. C'est impossible. Je vais forcément ne pas aimer le film ou le juger inférieur. Donc ça sert à rien que je pleure devant un film alors que ça va pas me procurer la même chose. Pourquoi ce livre m'a autant marqué? C'est pas parce que c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai eu une phase pour le coup quand j'étais au lycée, collège-lycée même, où je lisais énormément de livres sur la Seconde Guerre mondiale, des témoignages par dizaines, mais vraiment j'en avais une cargaison folle, et ça m'obsédait un petit peu, c'était vraiment, voilà, et il y en a quelques-uns qui m'ont fait pleurer bien sûr, parce que c'était triste forcément, c'est pas le sujet le plus joyeux de la planète. Là c'est une émotion tout à fait différente. À la limite, il pourrait ne pas y avoir de Seconde Guerre mondiale. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le bon qui est dans ce livre et l'humanité qu'il y a dedans. Ah, c'est horrible. C'est horrible, mais honnêtement, pour moi, c'est le livre qui a tout compris. Je peux pas dire mieux. Les personnages sont touchants. C'est la mort qui est le narrateur. Alors, elle n'est pas angoissante. C'est un personnage sympathique. On a de la sympathie pour la mort. Elle est touchante, elle est observatrice, elle est neutre, et on sent qu'il y a plus d'humanité dans sa façon de narrer que dans beaucoup d'humains, en fait. Ce qui est très bien fait. Et un truc qui m'avait énormément marqué à l'époque, c'est qu'en fait, tout au début du roman, la mort nous dit qu'elle va emporter un personnage. Elle nous dit qui. Et je me rappelle, je m'étais dit, mais c'est une drôle d'idée de nous spoiler. Enfin, j'étais vraiment au début, je me dis, mais pourquoi? Enfin, quel est l'intérêt de nous spoiler la fin? Enfin, en gros, on sait que ce perso va crever, mais pourquoi nous le dire? Enfin, ça enlève le suspense, ça enlève tout le truc. C'est le plus beau coup de génie que j'ai lu de ma vie. Vraiment. C'est... Parce que du coup, tout au long de l'histoire, tu t'attaches quand même, et tu veux pas. Et quand le moment approche et qu'il se passe plein de choses, c'est une émotion tellement forte. C'est horrible, c'est horrible. Bon, bref, je peux pas. De toute façon, je pense que l'émotion que j'ai là est par lassée. Honnêtement, lisez-le. Genre, je sais que c'est paradoxal de dire ça alors que moi, il me fait pleurer rien que d'en parler, mais c'est pas une émotion négative. C'est un peu la même émotion que quand tu perds quelqu'un que t'as aimé
C'est horrible. T'es triste, tu vois, mais tu l'as connu. Et son souvenir, il est avec toi. Et je trouve que ce livre, c'est ça, en fait. Et c'est ça qui est si beau. Enfin, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et j'aurais pu le mettre plus haut, mais c'est vrai que c'est pas encore lui qui m'est venu en premier. Mais honnêtement, niveau émotion, niveau... il m'a changé ce bouquin, je pense. Et je sais pas si je trouverai un autre livre qui me fera un jour cette émotion-là. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. On arrive dans le top 3. Mon numéro 3, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Alors, je n'ai pas le roman avec moi, puisque quand je l'ai découvert à l'époque, j'ai immédiatement prêté l'ouvrage à un ami, qui après me l'a rendu, je l'ai prêté à un autre ami, et je l'ai jamais récupéré. Du coup, Big, si tu regardes cette vidéo, il doit être encore dans ta bibliothèque. C'est un des plus beaux moments que j'ai jamais passé devant un livre, encore une fois. Je voulais le résumer du coup grâce à mon téléphone. Dans l'immense paysage gelé, les membres des expéditions polaires françaises sont à relever sous glaciaire. Un incroyable phénomène se produit. Les appareils sondeurs enregistrent un signal. Il y a un émetteur sous la glace. Que vont découvrir les savants et les techniciens venus du monde entier qui creusent la glace à la rencontre du mystère? La Nuit des Temps, c'est à la fois un reportage, une épopée mêlant présent et futur, et un grand chant d'amour passionné. Traversant le drame universel comme un trait de feu, le destin d'Eléa et de Païkan les amène vers le grand mythe des amants légendaires. Pour moi, ce roman, c'est l'espoir et l'amour en fait. Alors, c'est assez marrant parce que j'avais lu L'Enchanteur de Barjavel avant, j'avais pas aimé, mais pas du tout, j'étais passée totalement à côté, je m'en foutais. Et celui-là, donc quelques mois avant de lire La Nuit des Temps. Et La Nuit des Temps, du coup, je me le suis acheté. L'avantage, c'est que les poches classiques, ça coûte rien, donc il avait dû me coûter 4 €, un truc comme ça. Je me l'étais acheté quand je passais à la Fnac, je me suis dit, vas-y, on va regarder, on va le découvrir, ça mange pas de pain. Et oh là 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 là. Pour moi, il a tout compris. Quand il ferme ce livre, donc déjà tu pleures, tu pleures, et je me rappelle que quand je l'ai fermé, c'est pour ça que je l'ai prêté à mes amis tout de suite, quand je l'ai fermé, je me suis dit, il faut le lire pour comprendre ce que c'est que l'amour, et ce que c'est qu'être heureux en fait. Il faut le lire. Je pense que c'est un des livres qui peut être une claque à son lecteur et qui peut te permettre de te réveiller dans ta vie et de comprendre les choses, de dézoomer sur la situation en fait et d'appréhender les choses autrement, d'avoir un idéal plus noble en fait dans ta vie et de juste remettre les choses à leur place et je sais pas, c'est un livre qui fait rêver et qui fait pleurer en même temps et c'est un grand moment de poésie. C'est un grand moment de poésie, un grand moment d'amour et rien n'est laissé au hasard, tout est fort. C'était un très très grand moment quand je l'ai découvert. C'était vraiment un très grand moment. Je sais pas si je le relirai. J'aimerais bien le revoir déjà dans mes bibliothèques, donc je pense il est sur ma wishlist depuis longtemps parce que je veux me le racheter en fait, puisque je l'ai plus, c'est un peu dommage, et je l'aime tellement que je le veux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un des livres que, un peu comme La Nouvelle Héloïse, qui malgré qu'il est dans un état déplorable, je veux pas m'en séparer, parce que j'ai toujours besoin d'avoir un exemplaire chez moi de ce roman. Après, La Nouvelle Héloïse, quand je pourrais avoir un exemplaire un peu plus sympathique, celui-là, je le dégage, parce que faut pas exagérer, il est même plus lisible quasiment. Mais vous voyez ce que je veux dire? La Nuit des Temps, même si j'ai déjà lu, que je sais pas si je vais le relire, il le faut chez moi. Il est pas long en plus, il est pas compliqué à lire, mais c'est un roman... je pense que c'est un des romans qui a changé ma vie, en tout cas qui a changé ma perception des choses et qui m'a fait mûrir et qui m'a fait grandir. Vraiment, c'est pas compliqué à lire, encore une fois, les plus jeunes peuvent s'y mettre aussi. C'est de la science-fiction, hein, donc on n'est pas dans... Encore une fois, le but n'est pas de faire un vocabulaire extrêmement complexe, c'est pas ça, c'est juste une histoire incroyable et la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais lue de ma vie. C'est avec ça, les romantiques, vous foncez pas pour l'acheter, je sais pas quoi vous dire, je sais pas. Et honnêtement, ceux qui ne sont pas forcément pro-romance, comme mes potes d'ailleurs à qui je l'ai prêté à l'époque, clairement c'est pas du tout leur tasse de thé, c'est pas grave, il y a tellement plus que ça. Lisez ce livre pour l'amour du ciel, lisez-le. En deuxième place, ça a été très compliqué, mais j'ai choisi Les Trois Mousquetaires de Dumas. Mais j'ai un petit peu triché, puisque c'est pas forcément Les Trois Mousquetaires, c'est Les Trois Mousquetaires plus 20 ans après, plus Le Vicomte de Bragelonne tome 1, Le Vicomte de Bragelonne tome 2, et Le Vicomte de Bragelonne tome 3. C'est ça en fait les Trois Mousquetaires. Parce que trop souvent, on dit que les Trois Mousquetaires c'est un livre. C'est ça, la saga des Trois Mousquetaires. Ça se termine au 3e tome de Vicomte de Bragelonne. C'est ça. Alors arrêtez de ne lire que le premier tome, pour l'amour du ciel, lisez les 5, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors j'ai dû choisir, parce qu'en gros Dumas, j'ai quasiment tout lu de lui, et j'adore tout. Parce que pour moi Dumas, c'est simple à lire.
t'es transporté et t'apprends en même temps. Parce que oui, tu apprends l'histoire. Alors c'est romancé, évidemment. Hein. Mais là, par exemple, les Trois Mousquetaires, tu as Richelieu, tu as Louis XIII, après tu auras Louis XIV, tu auras les hommes de la cour qui ont été influents, tu as Monsieur Frère du Roi, tu as Madame, tu as les maîtresses de Louis XIV. Tu apprends vraiment la vie de l'époque, tu es vraiment plongé dedans et c'est excellent d'un point de vue culture générale. C'est génial et ça se lit très facilement. Dumas, je pense que c'est un des auteurs classiques les plus simples à lire et à découvrir et honnêtement un des plus agréables. Pourquoi j'ai choisi la saga des Trois Mousquetaires? Parce que pour moi c'est celle qui m'a le plus transporté. Déjà, point de vue historique, on est avec Louis XIII et Louis XIV, on voit toutes les maîtresses de Louis XIV. J'adore cette époque et les personnages des Trois Mousquetaires sont incroyables. En fait ils sont 4, hein, voilà, parce qu'il y a D'Artagnan, oui forcément. Les personnages sont fous. Dans les suites, il y a le fils d'Athos qui apparaît, qui est Raoul, il s'appelle Raoul, qui est un de mes personnages favoris, toute littérature confondue. C'est une saga incroyable. Et en plus le truc c'est que ça se lit vraiment facilement puisque à l'époque il me semble que c'était publié dans des journaux donc ça devait être assez fluide pour que les gens le lisent, vous voyez, en se déplaçant et tout. Donc lisez-le, n'ayez pas peur de Dumas. À la limite si vous devez commencer de la littérature classique, même si je trouve ça moche comme façon de parler, on a l'impression genre oh là là c'est sacro-saint classique. Non c'est des bons romans, c'est tout en fait, hein. C'est pas le même vocabulaire parfois, mais Dumas ça se lit vraiment très facilement et il a fait plein de livres super. Il a fait La Reine Margot qui est génial, encore une fois où t'es transporté dans un autre monde. T'as plein de livres aussi qu'il a fait sur Marie-Antoinette qui sont pareil, encore une fois t'es dans la Révolution française. C'est énorme comme info tout ce que tu glanes en le lisant et non honnêtement Dumas je l'ai mis en deuxième place parce que alors c'est pas forcément sa saga qui m'a procuré le plus d'émotions, mais c'est un des auteurs qui m'a le plus apporté d'un point de vue divertissement en fait et culture. D'un point de vue apprentissage et divertissement, c'est incroyable tout ce qu'il m'a apporté. J'ai tout lu d'affilée quasiment sur Dumas, j'étais addict à sa plume. Encore une fois, c'est pas un style de fou, mais sa façon d'écrire, c'est vivant quoi. T'as l'impression de suivre une saga, t'as l'impression de suivre un animé sur Netflix, mais à l'écrit. Enfin, et avec des personnages historiques. Ces persos sont touchants, sont vrais, sont beaux. Il y a des punchlines. Il faut que vous lisiez D'Artagnan qui envoie des punchlines à Louis XIV. C'est mythique. C'est mythique, et pareil, il faut que je les relise. Je me rends compte en vous en parlant à quel point je les aime et à quel point ces personnages me manquent. Et c'est vrai que je prends rarement le temps de relire parce que comme vous pouvez le voir, j'ai une pile à lire légèrement astronomique, vu tous les romans que vous m'envoyez ou même ceux que j'achète ou que les maisons d'édition m'envoient parfois. Et du coup, je prends pas trop le temps de relire ce que j'ai déjà lu. Et c'est dommage parce qu'il me manque. Il me manque, mais je sais qu'ils sont toujours là, donc du coup ça va. Mais faites-moi plaisir, lisez du Dumas. Et encore une fois, n'ayez pas peur du titre classique. C'est une fausse peur ça, c'est comme les livres écrits en trop petit ou les livres trop longs. Bullshit. Vraiment, n'ayez pas peur d'un livre, n'ayez jamais peur d'un livre. Essayez, vous risquez rien, honnêtement, en plus il se trouve partout, les classiques justement, c'est trouvé partout en bibli, c'est vendu vraiment pas cher dans les magasins, c'est 6 balles un poche. À l'époque il m'avait coûté combien? Je crois que vous pouvez le voir, 3 € il m'avait coûté. 3 € les Trois Mousquetaires, regardez les pavasses, c'est aussi pour ça que je les ai des classiques. J'étais étudiante et j'avais pas de thunes, et entre un grand format à 25 balles qui dure comme c'est grand comme ça et qui te dure 2 heures, et ça, moi j'allais aux pratiques en fait, j'étais en mode vas-y j'aime lire, j'ai envie de lire, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'était ça aussi qui guidait à l'époque, hein. Un poche c'est vraiment pas cher, hein. Donc n'hésitez pas et mettez-vous aux classiques, mettez-vous à Dumas, vous regretterez vraiment pas et vous apprendrez plein de trucs. Dumas c'est le divertissement à l'état pur. Et enfin, mon numéro 1, le premier livre qui m'est venu à l'esprit quand je me suis demandé quel livre m'a le plus marqué de ma vie, c'est L'Homme qui rit de Victor Hugo. J'en ai déjà parlé également, de toute façon Hugo fait partie de mes auteurs favoris. Alors lui pour le coup est dense à lire, parce que c'est ce qu'on appelle un auteur philosophe, c'est-à-dire qu'il passe ses idées, ses opinions, ses convictions à travers ses romans. Ce qui fait que parfois c'est très dense, puisque on a ces personnages qui font quelque chose, et là bim, il nous met un énorme pavé en disant voilà ce que lui en pense. Moi je l'adore. Je trouve sa façon d'écrire sublime et du coup je pourrais en lire 3 caisses que ça m'embêterait pas. Par contre par exemple vous voyez dans Les Misérables ou Notre-Dame de Paris il y a de très très longues pages, surtout dans Notre-Dame de Paris, il y a un moment 6 pages sur la description d'une cour près de Notre-Dame. Même maintenant je l'accélère, hein. Je veux dire bon voilà les descriptions de 6 pages, je t'aime Hugo mais bon il y a des limites tu vois. Mais par contre dans celui-ci c'est vraiment du roman philosophique à l'état pur et il est pas assez connu, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a trop de philosophie à l'intérieur, peut-être qu'il n'y a pas assez d'action. Il y a le film qui est sorti il y a pas très longtemps que je n'ai même pas voulu voir puisque dans la bande-annonce les seuls moments stylés c'était des phrases tirées du roman. S'il vous plaît, dans ce cas-là ça sert à rien de faire un film, et puis l'acteur n'était pas moche, le but c'est que le mec soit moche, enfin bref, je voulais le résumer quand même et après on en parle. À la fin du XVIIe siècle, un jeune lord est enlevé sur ordre du roi et atrocement défiguré, la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Abandonné une nuit d'hiver, il parvient à rejoindre la cahute d'un philosophe ambulant et devient saltimbanque. 15 ans plus tard, rétabli dans ses droits, il est pair d'Angleterre. Mais sa mutilation ne s'effacera pas, et celui qui se serait voulu prophète à la chambre des lords restera condamné à n'être qu'un bouffon.
Lorsqu'il publie le livre en 1869, Hugo le présente comme le roman de l'aristocratie, premier volume d'une trilogie consacrée à une histoire de la Révolution que 93 achèverait, que j'ai lu aussi qui est très bien. Et ce livre sombre dénonce bien en effet le despotisme de l'aristocratie. Mais si L'homme qui rit est une méditation historique et métaphysique, c'est aussi une œuvre foisonnante et baroque, une manière de drame qui réclame un lecteur pensif, puisqu'Hugo nous donne à réfléchir sur la misère et sur le peuple, sur l'amour et sur le désir, aussi bien que sur le mal. Il fait partie des livres qui ont changé ma vie, pour moi. Ma façon d'appréhender la lecture, ma façon d'appréhender la littérature a changé avec ce roman. J'avais déjà lu pas mal de Hugo avant, j'avais lu d'ailleurs tout le reste, je crois, 93, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, les plus connus, vous voyez. Celui-ci, c'était la toute fin, et je pense que j'ai bien fait de le garder pour la fin, parce que il est riche, il est très riche. Mais qu'est-ce qu'il est incroyable! Il y a 3 personnages dans ce roman, Gwynplaine, donc l'homme qui s'est fait mutiler, Dea, une jeune femme aveugle avec qui il vit, et Ursus, le saltimbanque qui donc les a recueillis tous les deux quand ils étaient encore petits. Pas plus. Et c'est pas assez ce roman pour parler d'eux à tel point, ils sont passionnants. Dea est pour moi l'incarnation de la douceur et de l'abnégation. C'est encore une fois, c'est le genre d'héroïne qui me faisait rêver quand j'étais enfant, puisque j'étais très admirative quand j'étais petite. Je le suis toujours, mais des jeunes femmes discrètes qui savent prendre sur elles, qui sont patientes. C'est pas ma nature en fait, donc spontanément, comme Violette d'amour, vous voyez, spontanément en fait je vais vers ces femmes-là parce que on se complète un petit peu. En général, moi j'ouvre ma bouche et je les défends, et elle me calme, vous voyez. Et donc Dea, j'ai spontanément été vers elle et je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Ces 3 personnages sont incroyables, mais ce livre vraiment. C'est la plume qui fait tout. Il est à lire. Encore une fois, il est à lire. Alors après, pour le coup, je pense qu'il peut faire peur parce que c'est pareil, il est gros, il y a beaucoup de texte et surtout l'écriture est dense. C'est du Hugo, mais c'est un chef-d'œuvre. Et il est pas assez connu. Vraiment, il est pas assez connu parce que ce qui est transmis à l'intérieur, c'est du bon, c'est de l'humain, c'est des choses qui sont importantes. Qui sont plus importantes maintenant que jamais. Et du coup, je vais pas en dire plus sur celui-là, parce que honnêtement, je ne saurais pas comment le résumer davantage que ça. Mais je vous ai mis en fait, à la fin en fait, donc Gwynplaine, comme ça vous le dit, Gwynplaine du coup fait un discours. Ceux qui ont vu le film ont dû le voir. Je vais juste vous lire un tout petit paragraphe, parce que le discours fait plusieurs pages, c'est Hugo, donc je vous lis juste un petit paragraphe qui, je pense, expliquera totalement pourquoi j'aime ce livre. Et pourquoi j'aime Hugo surtout. Vous êtes en haut, c'est bien. Il faut croire que Dieu a ses raisons pour cela. Vous avez le pouvoir, l'opulence, la joie, le soleil immobile à votre zénith, l'autorité sans borne, la jouissance sans partage, l'immense oubli des autres. Soit. Mais il y a au-dessous de vous quelque chose. Au-dessus peut-être. Je viens vous apprendre une nouvelle. Le genre humain existe. Est-ce qu'il y a autre chose à dire que ça? Pour ça, Hugo, il faut le lire. Parce qu'il a une façon d'écrire et de transmettre ses valeurs et de transmettre ce en quoi il croit, qui est tellement touchant, tellement poignant. Il y met ses tripes quand il écrit. C'est la différence entre Hugo et Dumas en fait. Tu les lis pas pour la même chose. Dumas, c'est un peu écrit à la chaîne parce que c'était son moyen de vivre et que il aimait bien quoi. C'est léger, c'est très léger. T'es pris dedans mais comme un film d'action. Hugo, ça te prend aux tripes parce qu'il y a mis lui-même tout son cœur en fait. Du coup voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo parce qu'elle va être très très longue. Je vais essayer de faire des petits cuts quand même pour raccourcir, mais je peux pas non plus trop raccourcir, c'est pas possible. J'espère vraiment avoir réussi à vous transmettre ce que ces livres m'ont apporté, parce que c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et que je la fais à 15h un jeudi alors que la vidéo doit sortir vendredi à 6h30. J'ai eu un besoin immédiat et important de vous transmettre pourquoi ces livres sont généreux et pourquoi la lecture tout simplement c'est une chose merveilleuse. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas lire. Bon, du coup, je doute que vous soyez encore là. Alors, si vous êtes encore là, c'est vraiment que vous m'aimez beaucoup. Dans ce cas, je suis pleine de reconnaissance à votre égard. Mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas lire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Essayez. Essayez un roman. S'il vous plaît, pas lâchez-le, mais essayez. C'est tellement incroyable ce qu'on peut découvrir des fois autour de certaines pages. Alors, vous allez sans doute remarquer que c'est des livres assez anciens dont je vous parle. Il n'y a pas, à part La voleuse de livres, il n'y en a pas qui datent de ces derniers de date lecture. Je pense que j'ai simplement pas encore assez de recul pour savoir s'ils m'ont impacté autant que je le pense. Il y en a plusieurs auxquels j'ai pensé quand j'ai fait ma liste. Caraval, La faucheuse par exemple, qui sont des livres young adultes que j'ai adoré de ouf. Mais je savais pas encore si c'était le souvenir que j'en avais des lectures récentes ou si c'était vraiment... waouh, un chamboulement pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Là, les 10 dont j'ai parlé, je suis sûre de ce qu'ils m'ont apporté dans ma vie et j'ai une profonde gratitude pour tous ceux qui ont contribué à leur publication. Et j'espère vraiment vous avoir donné l'envie d'en découvrir au moins un sur les 10. Bon, j'ai fait 2, mais vous avez compris. N'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, vraiment, faites-les voir. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas écrire des commentaires, mais là, ça me tient à cœur parce que j'ai mis
beaucoup de moi-même pour parler de ces bouquins. N'hésitez pas à me dire s'il y en a quelques-uns qui vous tentent dans ceux dans lesquels je vous ai parlé, s'il y en a que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît, c'est important pour moi. Et également, s'il y a des livres pour vous qui vous parlent tout simplement autant que cela me parle à moi, partagez-les. Partagez-les en commentaire, dites-le aux gens. Faites des commentaires romans, on s'en fout, c'est un update lecture, il y a toujours des commentaires romans, c'est pour ça que c'est bien. N'hésitez pas à partager parce que l'espace commentaire est fait pour ça, pour que moi je vous lise, mais également pour que vous vous lisiez entre vous. Et c'est un espace de vie en fait. Et ça c'est précieux, donc il faut pas qu'on le perde. J'ai vraiment hâte de lire toutes vos réactions en commentaire. J'espère que ma vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait du bien de la faire et c'est le plus important, on va dire. Hein ? Du coup, je vous laisse là, je vais aller boire 1 litre d'eau. On se retrouve demain pour la suite de Along the Edge et dimanche pour la suite de Campus Life. Je vous aime très fort, passez une très bonne journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.